Le compte à rebours est lancé. Il reste jusqu'à dimanche minuit aux députés pour adopter le projet de loi de finances 2026 avant qu'il soit transmis au Sénat. Mais après une coupure des travaux ce week-end, il est peu probable que l'Assemblée achève dans les temps. Et pour le RN, c'est d'abord le fait du camp gouvernemental. Il y a une inflation du nombre d'amendements sur ce texte qui vient de qui? Du bloc central, du bloc qui soutient le gouvernement. Ben normalement, c'est leur texte et ils l'amendent. Donc la réalité, c'est qu'ils sabotent le budget. Ils savent très bien que le temps pour eux joue contre eux et qu'ils cherchent des voies, des issues. Les oppositions accusent le gouvernement de jouer la montre pour finalement faire adopter son budget par ordonnance. Ce qui est possible si le Parlement ne s'est pas prononcé à temps. Un scénario rejeté par la porte-parole Maude Bréjon. Il n'y a aucune raison d'utiliser les ordonnances. Vous pensez qu'on a posé le 49.3 sur la table pour ensuite utiliser les ordonnances? Mais est-ce que vous l'excluez? C'est absolument insensé. C'est absolument insensé. Est-ce que vous l'excluez? Ce n'est absolument pas notre volonté. Voilà. Et je ne crois pas aux ordonnances. Mais du côté des Insoumis, on se prépare en cas de blocage à tenter de renverser ce gouvernement sans attendre les derniers jours de l'année. Fin novembre, mi-décembre, si on sent qu'ils vont vers les ordonnances, nous, en tout cas, on déposera une censure, puis on verra bien ceux qui la suivent. Les députés vont cette semaine siéger en continu pour tenter de boucler au moins la première partie sur les recettes, avant que le Sénat se penche lui aussi sur ce budget. Merci. Et on va en parler tout de suite avec vous, Mathieu Souker. Bonjour Mathieu, merci d'être là. Yves Tréhard, bonjour Yves, merci également d'être avec nous. Bonjour à tous. Directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Le Figaro qui titre ce matin sur le Cornu sous la menace d'une impasse budgétaire. Vous pensez qu'il va avoir de grandes difficultés à réussir son pari à faire passer ce budget, Yves ? Écoutez, je ne lis pas dans le mar de café, mais c'est vrai que c'est compliqué parce que il y a quand même ce qui s'est passé ce week-end qui est assez étonnant, c'est-à-dire qu'ils ont décidé de ne pas siéger, ce qui fait prendre évidemment du retard dans l'examen du budget. Est-ce qu'ils auront fini dans les temps ? Encore une fois... Vous pensez que c'est une stratégie politique? Ça peut, que ça arrange tout le monde finalement qu'il n'y ait pas de vote? Tout le monde, je ne sais pas, mais ça peut être interprété comme une stratégie politique, ou comme une tactique, disons. Et je ne suis pas loin de le penser. Moi, personnellement, je ne suis pas loin de le penser que, comme ça, ils vont faire passer le budget éventuellement par ordonnance, en dépit de ce que dit Mme Maude Bréjon, et que ça leur évitera quelques déconvenues, et surtout de présenter un budget qui ne soit pas conforme à leurs vœux. Donc, si on passe par ordonnance, ils reprennent le budget. Alors là, il y a encore une discussion de savoir s'ils reprennent le budget tel qu'il est en l'état ou est-ce qu'ils reprennent le budget tel qu'il était à l'état de projet au tout début. Mais c'est sûr que le gouvernement, je ne suis pas persuadé qu'il veuille y aller jusqu'au bout. Ça arrangerait bien, Mathieu, le gouvernement et les socialistes aussi, de ne pas avoir à voter. Ce qui est sûr, c'est que c'est très compliqué. Il y a pour Sébastien Lecornu soit une impasse politique, soit une impasse budgétaire. L'impasse politique, c'est je ne parviens pas à aller au bout et à faire adopter un budget. L'impasse budgétaire, c'est pour faire adopter un budget, le coût politique est très élevé et le budget que je présente va exploser les compteurs en termes de déficit. Donc de toute façon, son équation est extrêmement complexe. La question des ordonnances, telle que rappelée par Maude Bréjon et réévoquée par Yves, elle pose quand même une difficulté. Certes, Sébastien Lecornu se voit comme un Premier ministre de mission qui n'a qu'une vocation, en tout cas qu'une raison d'être, c'est de faire adopter ce budget pour donner un tout petit peu de stabilité politique au pays. En réalité, s'il y a temporisation et usage des ordonnances, il saute avec une motion de censure dès les premiers jours de 2026. Très vraisemblablement. Et le gouvernement qui vante une nouvelle méthode. On va écouter le ministre de l'économie, Roland Lescure, c'était ce matin sur TF1. Aujourd'hui, l'objectif, il est qu'on aille jusqu'au bout. Vous savez que ça ne dépend pas que de nous, ça dépend aussi des parlementaires. Nous, on fait tout pour que ce débat ait lieu et qu'il ait bien lieu. Et n'écrivons pas la fin du film avant qu'il ait lieu. On est dans une certaine forme de nouveau cinéma. Là, c'est une nouvelle méthode avec des résultats, j'espère, inédits. Et je le souhaite du fond du cœur, un budget voté et un bon budget. Voilà. Alors, nouvelle méthode. Va-t-elle porter ses fruits? Oui, on va voir. Mais c'est vrai que c'est sûr que s'il recourt aux ordonnances, le Premier ministre s'expose à une motion de censure. Ça paraît assez évident. Il faut encore que cette motion de censure soit adoptée. C'est pas sûr à 100%. Il y a quand même une grande partie il y a un pourcentage important pour que ça soit le cas. Mais après, qu'est-ce que fait le président de la République à ce moment-là? Est-ce qu'il dissout
comme on lui en prête l'attention, puisqu'il a raté la précédente dissolution, et qu'il veut, semble-t-il, essayer de cramer le Rassemblement national en le mettant au pouvoir, ou au contraire, est-ce qu'il continue avec un nouveau Premier ministre? C'est toute la question. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, et ça c'est Jordan Bardella qui le dit, et je crois qu'il n'a pas tort, il l'a dit dans une interview au Parisien il y a 15 jours, ni les LR, ni le Parti socialiste n'ont intérêt à de nouvelles élections législatives. Assurément, ceux qui veulent la dissolution à ce stade, ce ne sont que le RN et LFI qui imaginent en tirer un bénéfice politique. Pour tous les autres, on voit mal en fait effectivement quel avantage on peut en tirer. Et donc ils sont coincés entre voter un budget qui sur le fond ne leur convient peut-être pas et éviter la dissolution qui leur porterait préjudice dans les urnes. Ils m'apparaissent dans une impasse politique parce que de toute façon une censure et une dissolution, ce sont des gains encore pour le Rassemblement national. Et le spectacle, par ailleurs, je ne sais pas si c'est du cinéma, ça ressemble à du cirque, mais du cirque dans du brouillard. De toute façon, tout ce qui se passe en ce moment ne fait que prospérer l'extrême droite. Donc de toute façon, l'impasse, elle est politique et elle va durer jusqu'en 2027. Quoi qu'il se passe, je le crains. Ouais, c'est ce que disait Amélie de Montchalin ce week-end dans Le Parisien. Le budget, c'est pas seulement une question économique, c'est une question politique. Et le budget qui pourrait être adopté dans quelques jours, si pour de vrai on a un budget, de toute façon, il sera totalement incohérent politiquement. Un budget, c'est la traduction en chiffres d'une orientation politique. On voit bien que ce qui se joue au Parlement depuis quelques jours donne à voir une incohérence politique absolument totale. On ne sait pas quelle est la ligne économique de ce pays, quelle est la ligne politique de ce pays. On observe au Parlement des alliances totalement contre nature, jour après jour. Donc on n'y comprend plus rien. Et dans le « on n'y comprend plus rien », on mesure et le spectacle déplorable, et l'impuissance politique, et l'incohérence politique. Oui, le budget, c'est d'abord un acte politique, parce que c'est en fonction du budget que vous savez si vous êtes dans l'opposition ou dans la majorité. Donc là, c'est vrai que le budget, il est complètement illisible, parce que d'abord, quoi qu'on dise, le Premier ministre est obligé de faire énormément de concessions, il est obligé de céder sur beaucoup de fronts, et puis il y a des incohérences totales, c'est-à-dire que ce qui, par exemple, a été proposé pour protéger les retraités et pas toucher les retraités. Alors là, tout le monde s'entend là-dessus. Les retraités sont vraiment à l'abri de toutes les tentatives d'imposition. Mais c'est vrai qu'il y a des alliances le Sénat avec... essaie de trouver un compromis ce week-end en commission. Par exemple, le Rassemblement national, dont vous savez plus s'il est parfois très à gauche, en votant des dispositions qui sont quand même extrêmement rudes, et puis parfois où il est... plutôt à droite, enfin bon, tout ça est très compliqué. Ouais. Un compromis, ça a du sens et de la cohérence si ça se négocie de façon globale. Encore une fois, avant l'amorce d'une procédure budgétaire, vous mettez toutes les parties prenantes autour de la table et vous négociez un accord global pour donner à l'ensemble une cohérence. Dès lors que vous ne négociez pas de façon globale, mais que vous négociez article par article ou amendement par amendement, à la fin, ça part dans tous les sens. Parce qu'encore une fois, les négos ou les compromis qui se trouvent article par article ou amendement par amendement, ce sont à chaque fois des compositions politique totalement baroque. Et avec les petits votes avec Horizon, etc. Et c'est pour ça que le gouvernement ne veut pas, peut-être, enfin me semble-t-il, aller jusqu'au bout du vote du budget de l'État, pour le coup, puisque le budget de la sécurité sociale, il faut le dire, c'est compliqué aussi. Tout ça, c'est compliqué par la technique parlementaire. Il a au moins réussi à faire passer la première partie de ce budget. La première partie recette a été votée. Maintenant, il faut la partie dépenses de la sécurité sociale. Mais sur le budget de l'État, on est encore à la partie recette. Et on n'ira pas jusqu'au bout. Vraisemblablement que ça ira au Sénat la semaine prochaine sans être voté. Et on voit avec le Sénat qui n'est pas du tout, évidemment, sur la même ligne que l'Assemblée. On a vu ce week-end où déjà en commission, le Sénat a rétabli la réforme des retraites suspendue par les députés. Oui, et le Sénat donne bien l'image à travers son discours que tout ce qui se sera passé à l'Assemblée n'aura servi à rien, n'aura été qu'une vaste mascarade. Alors c'est le sens de la procédure parlementaire, de toute façon. De ce point de vue-là, le Sénat est dans son rôle, mais ça ajoute par définition de la confusion. C'est-à-dire que les sujets dont on cause quotidiennement les uns après les autres paraissent du jour au lendemain, en fait... Ce qui est assez déplorable d'ailleurs aux yeux du public. En termes de culture politique, c'est épouvantable. Les gens ne comprennent plus rien. Ils se disent mais pourquoi on paye ces gens? Ils en sont là d'ailleurs. Pourquoi on rémunère nos représentants pour ça, quoi? Tout ça pour ça, c'est terrible.
On va parler de nos Ça élus. nourrit l'antiparlementarisme, quand même. Des élus, on va parler des élus locaux qui attendent également des réponses sur le plan budgétaire de la part de Sébastien Lecornu qui viendra conclure leur congrès. Dans quel état d'esprit sont les maires à l'ouverture de leur congrès? On va voir ce que nous en disait il y a quelques minutes sur ce plateau David Lisnard, le président de l'Association des maires de France. Il y a une forme d'exaspération, mais aussi une forme de détermination. C'est-à-dire que les maires qui ont résisté à ce mandat qui a commencé avec le mandat la fin des le Covid, enfin, on a vacciné, on a mis des masques, on a montré qu'on était des urgentistes. Il y a eu 40 démissions de maires par mois. C'est 4 fois plus qu'il y a 20 ans, 4 fois plus qu'il y a 20 ans. Mais les maires qui ont résisté à cela, ils sont plutôt costauds, si vous voulez. Voilà. Finalement, les maires, effectivement, ils ont été dans le mandat de toutes les crises. Et David Lisnard nous disait, c'est pas forcément des maires en colère qui vont accueillir Sébastien Lecornu. Il disait, moi, la colère, je la garde pour moi. Alors, il est sûr que le contexte se durcit et que le contexte, conjoncturellement, a été difficile. Cette succession de crises depuis 2020, depuis la dernière élection municipale. Il y a aussi quelque chose de structurel. On parle régulièrement du blues des maires. Le blues des maires, il a des causes structurelles. Ces causes structurelles, elles sont bien identifiées. Il y a des exigences citoyennes qui augmentent, c'est-à-dire qu'ils sont confrontés à une opinion, à une population locale, à un électorat qui est de plus en plus exigeant. Et par ailleurs, ils ont pour partie été dépossédés de leur pouvoir. Alors, leur pouvoir en particulier parce que des intercommunalités de plus en plus importantes, de plus en plus puissantes sont là à leur place. Et par ailleurs, ils ont perdu une partie de leurs moyens dès lors que la fiscalité locale a été réformée et que désormais, l'essentiel de leurs ressources provient de ce que l'État veut bien leur donner. Et dans une crise des finances publiques, l'État leur donne de moins en moins. Donc il y a cette espèce d'effet ciseau à la croisée duquel les maires se retrouvent et qui nourrit chez eux une insatisfaction, un mal-être, des difficultés. Pour autant, le contraste est assez net entre la confiance dont continue d'être crédités les élus locaux et les maires en particulier. Le capital de confiance de n'importe quel maire, n'importe quel ministre, député ou acteur politique national en voudrait. Donc il y a un contraste très net. La commune, ça reste quand même l'échelon politique de cœur pour les gens. Et derrière, le maire, c'est la dernière personnalité politique qui est respectée et même souvent appréciée. Et vous le disiez, Mathieu, on a beaucoup parlé du blues des maires, de cette crise des vocations. Il y a une étude du Cevipof qui est parue là, ce week-end, justement, à l'occasion du Congrès des maires. 58% des maires se disent prêts à se représenter. C'est 9 points de plus qu'en 2020. Ouais. Ça peut paraître étonnant, vu le contexte? Oui, parce qu'on disait qu'il y avait une désaffection, qu'il y avait une crise des vocations, parce que les maires, c'est vrai, sont à portée, comme on dit, à portée de baffe. Mais ce sont aussi les élus les plus appréciés des Français, si on en croit les sondages. Ils sont assez populaires parce que justement, ils sont dans la proximité, ils sont proches des gens, et puis ils remplissent... je ne sais pas combien de fonctions. Un maire, dans une petite commune, c'est quasiment une assistante sociale aussi. Donc, ils sont quand même très appréciés. Et je pense qu'il y a quand même beaucoup de Français, et c'est heureux d'ailleurs, qui souhaitent remplir cette mission, qui est un véritable sacerdoce, parce que vous êtes dérangé tout le temps, vous n'avez plus de vie privée, pour une rémunération d'ailleurs, qui est d'ailleurs un défraiement, c'est pas une rémunération, qui est quand même assez modeste, il faut le dire, plus que modeste même. Donc chapeau, moi je leur tire mon chapeau, et je trouve on ne salue jamais assez le dénouement, le dévouement de ces femmes et de ces hommes qui se mettent au service des autres, sincèrement, et c'est pas pour la gloriole la plupart du temps. Vous citiez l'étude du Cevipof, effectivement, faite pour le compte de l'AMF, c'est très intéressant. La popularité des maires, elle tient à la proximité qu'évoquait Yves, à leur probité présumée, c'est-à-dire que les citoyens, nos concitoyens considèrent que les maires sont des élus honnêtes. Alors il y a évidemment quelques contre-exemples qui parfois d'ailleurs se font réélire, à Levallois ou ailleurs, mais globalement quand même le maire est considéré comme quelqu'un d'honnête. Et le troisième élément, c'est la fidélité aux promesses faites, c'est-à-dire qu'un maire, c'est quelqu'un qui, étant confronté à la réalité et à la proximité du terrain, globalement quand même tient ses promesses. Donc tout ça, ça fait un capital de sympathie, un capital de confiance, et c'est très intéressant aussi. L'autre dimension dans cette étude, c'est le fait que s'il y a un capital de confiance pour le maire, c'est parce que globalement les Français considèrent qu'à l'échelle de leur commune, ça va bien, ça va même plutôt très bien en réalité. Ils considèrent qu'ils sont très satisfaits, très majoritairement satisfaits de leur cadre de vie, et ils considèrent que leur cadre de vie s'améliore. Et là encore, il y a un contraste très net entre la perception que les Français ont de cette réalité à l'échelle locale et à l'échelle nationale, où à l'échelle nationale, c'est exactement l'inverse. Ils considèrent que la France s'effondre et que la France va de plus en plus mal. Au niveau de leur commune, de chez eux, c'est exactement l'inverse. Et du coup, évidemment, ça se traduit par une confiance pour l'élu qui porte, qui incarne ça.
Alors, c'est pas vrai tout le temps, mais c'est vrai qu'en plus, c'est le lieu de la culture du consensus, hein, la mairie. Bon, parfois, il y a des projets qui divisent sérieusement la population et qui deviennent des obsessions, d'ailleurs. Même d'ailleurs, la première cause, hein, c'est ce qu'on voit aussi, la première cause de démission de maire, c'est des dissensions au sein des conseils municipaux. Mais en règle générale, et surtout dans les communes modestes, enfin de taille modeste, le consensus, c'est nécessaire, il est obligatoire pour pouvoir gouverner et diriger une ville. Alors, donc, c'est aussi en rupture avec ce qu'on voit à l'image nationale. C'est surtout vrai, en fait, au niveau des intercos, parce qu'il peut y avoir quand même des dissensions locales au niveau d'une mairie, même si un maire recherche toujours le consensus. Non, ce qui est vrai, c'est que ce dont on parlait à l'Assemblée tout à l'heure sur le fait que nous sommes manifestement encore à ce stade incapables d'avoir une culture du dialogue parlementaire et du compromis, à l'échelon local, ça se passe et ça se passe même très bien, parce que avec les intercommunalités dont je parlais tout à l'heure, où vous avez en réalité dans ces établissements publics comme ça une cogestion par de la gauche, de la droite, des élus locaux, etc. Vous avez une culture du compromis qui se travaille depuis déjà de nombreuses années. Donc ça existe, on sait le faire. En tout cas, à l'échelon local, on le fait tout le temps. Et la première préoccupation des Français pour les municipales, ça reste la sécurité. C'est ce que dit un sondage publié hier dans La Tribune dimanche. Et parmi les questions que cela pose, la question de l'armement de la police municipale. On va voir ce qu'en dit la porte-parole du gouvernement, Maude Bréjon. C'était hier sur BFM. Ma conviction, comme celle du ministre de l'Intérieur, c'est que les policiers municipaux aujourd'hui qui travaillent en uniforme dans nos villes peuvent être des cibles. Et que de ce fait, rien que d'ailleurs pour cet argument-là, il est légitime et de bon sens, je pense, de pouvoir les armer. Faut-il armer les policiers municipaux ? Alors ça, c'est la grande question. Moi, je pense que oui, parce que ce sont de plus en plus... on est très loin du garde champêtre et de l'image qu'on avait jadis, de celui qui fait traverser les enfants devant l'école. Les policiers, la criminalité, c'est quand même sérieusement durci, je dirais. Et donc, je pense que les policiers municipaux, qui maintenant font absolument l'unanimité, quasiment, il y a des polices municipales partout. Et je pense que, notamment dans les grandes villes, ça me paraît très difficile qu'ils ne soient pas armés, parce que pour la raison qu'évoque Maude Bréjon, et puis ils servent aussi de partenaires à la police nationale qui, malheureusement, n'a pas tous les moyens nécessaires pour être partout à la fois. Donc, je crois qu'effectivement, c'est une question qu'il faut lever maintenant. Encore une fois, les policiers municipaux sont de plus en plus professionnels. D'ailleurs, c'est reconnu par tout le monde. Yves a raison, il y a encore 20 ou 25 ans, on avait des débats sur la légitimité des polices municipales. Donc moi j'étais à l'époque au cabinet du maire de Paris, le précédent, et il y avait des débats homériques au Conseil de Paris sur faut-il une police municipale. On avait aussi des débats homériques sur les caméras de vidéosurveillance dans l'espace public. Et la gauche en particulier était assez divisée autour de ces deux sujets-là. Désormais, on voit bien que c'est assez consensuel, ou en tout cas que l'analyse que les uns et les autres font de l'opinion et de la demande très forte de tranquillité et de sécurité a poussé tout le monde à se mettre d'accord autour d'une présence de police municipale absolument partout. En tout cas, personne ne remet en cause ça. Donc, la question qui est posée au-delà de l'armement, c'est l'articulation des missions de ces polices municipales et de la police nationale. En réalité, le sujet, c'est ça. C'est à quoi sert l'une, à quoi sert l'autre. Et après, on répond à la question de l'armement. On peut, mais il y a un sujet quand même, dans l'articulation des deux niveaux de police. On voit que la police, si elle a eu plutôt une bonne image à certaines époques, sa cote de popularité, sa cote de confiance a largement reculé dans l'opinion. Alors, je ne sais pas si une police municipale, une police de proximité comme une police municipale, peut contribuer à redorer le blason de la police dans son ensemble et à recréer le lien de confiance entre l'autorité régalienne et les gens dans la rue, mais je pense qu'il y a peut-être aussi quelque chose à jouer. Donc je ne sais pas si la police municipale doit absolument venir en fait en suppléance de la police nationale pour faire à peu près la même chose avec les mêmes outils, ou plutôt réfléchir à une articulation un peu plus intelligente de cela. Et des municipales qui ont lieu dans 4 mois. David Lisnard, qui il y a quelques minutes nous disait ne pas croire à une nationalisation du scrutin. Pensez qu'au final, les Français vont voter en fonction de leur maire et pas d'un contexte politique national. Bon, écoutez, il est bien placé pour vous répondre. Effectivement, moi je pense que de toute manière, dans une élection municipale, il y a toujours des considérations
locales. Ça paraît tout à fait évident, ne serait-ce que pour les problèmes de sécurité, pour les problèmes de fiscalité. Chacun a ses propres sujets et ses propres priorités. Néanmoins, parfois, ça dégage aussi des tendances. Regardez les dernières élections municipales, on a constaté qu'il y avait une poussée très forte de l'écologie avec l'arrivée dans des grandes villes de maires écologistes. Donc il y a parfois des tendances qui se dégagent. C'était manifeste lors des dernières élections municipales. On verra si cette fois-ci il y a une tendance qui se dégage. La proximité de l'élection présidentielle et le contexte, je dirais, assez chaotique de la politique nationale fait que ça va peut-être bouleverser un peu les choix des Français. On va voir, ça va être intéressant. Mathieu, il y aura une nationalisation du scrutin ou pas ? Le local, d'expérience, ou en tout cas l'observation des faits est là, le local écrase toujours tout pour des élections municipales. Ce qui ne veut pas dire que les élections municipales se tiennent en dehors d'un contexte politique national. Mais les enjeux locaux et les personnalités locales sont les premiers paramètres de déterminisme des électeurs. Pour autant, là, on voit bien qu'on a un contexte très particulier, avec un pouvoir exécutif national en fin de règne, très impopulaire. On n'imagine pas que ça n'ait pas un impact sur les candidats du camp macronien aujourd'hui. Peu implantés localement en plus. Ceux qui sont peu implantés localement en particulier. Et la question effectivement est de savoir si ces élections municipales vont être pour la première fois une forme de réalignement entre les dynamiques politiques locales et les dynamiques politiques nationales. On sait que, et c'est un des éléments de notre crise démocratique actuelle, les forces politiques nationales ne sont pas les forces politiques locales. Au contraire, il y a un découplage total entre les deux. La France insoumise et le Rassemblement national, qui sont les principales forces politiques aujourd'hui, en tout cas si on en croit les sondages, y compris à l'approche de la présidentielle, sont totalement faibles localement. Alors, est-ce que le RN, enfin, qui reste aujourd'hui de très loin le premier parti dans ce pays, va avoir l'implantation locale qui lui fait défaut depuis toujours ? Les quelques villes dont on parle qui pourraient basculer du côté du RN, en réalité, ne sont pas tellement plus nombreuses et très différentes de celles que le Front National, en 1995, avait commencé de gagner. Le RN, c'est quand même très étonnant. C'est le parti qui fait de l'ancrage national, mais donc aussi de l'ancrage local, sa boussole idéologique, et c'est celui qui dispose du moins d'ancrage, en réalité, dans la vie politique locale. Alors, est-ce que, là, pour le coup, il va y avoir un réalignement pour la première fois. Comment on explique cette différence entre les scrutins nationaux et les scrutins locaux ? Leur implantation locale a toujours été difficile. La grosse différence, c'est que désormais, ils sont au moins implantés à travers l'Assemblée nationale. Ils ont plus d'une centaine de députés qui se baladent sur le terrain. Et ça peut jouer au municipal ? Et précisément, on va voir si, pour la première fois, alors qu'ils disposent d'une force parlementaire importante, ça va se traduire en siège aux élections municipales. Rappelons qu'en 2020, le RN a beau être une grande force politique, il n'avait pas eu les moyens de présenter des candidats dans la moitié des villes, ou à peu près. Et je dirais même question pour LFI. LFI n'a absolument aucune implantation locale. On verra si les divisions de la gauche aujourd'hui peuvent produire une implantation locale pour LFI. Et on parlera des municipales, de ce congrès des maires à suivre toute la semaine sur notre antenne. On termine par l'histoire du jour. L'histoire du jour, elle est à la une du bien public aujourd'hui. C'est celle d'un ancien mineur isolé devenu patron, Edwin Igeleke, qui a repris une boulangerie à Dijon. Il raconte son parcours au journal. Je suis né au Nigeria, mais j'ai dû quitter mon pays car je n'étais plus en sécurité à cause de l'instabilité politique, dit-il. À 17 ans, il embarque dans un bateau de fortune qui mène des migrants jusqu'en Libye, puis en Italie, puis en France. Et sur les conseils de ses éducateurs, il cherche un apprentissage. Comme j'aimais bien le pain pour me nourrir et nourrir les autres, j'ai opté pour la boulangerie. Il fait donc son apprentissage et au moment de prendre sa retraite, son patron pense à lui pour lui transmettre sa boulangerie. Il a passé 1 an à ses côtés pour que la transition se passe bien. Le nouveau patron, qui s'est construit une nouvelle vie, va notamment au concert, il va voir les matchs de foot et il avoue se sentir encore nigérian et espérer retourner un jour dans son pays. Voilà pour la belle histoire du jour à la une du bien public. Merci beaucoup Yves Tréhard. Merci Mathieu Souquier d'avoir été avec nous. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Très bonne journée.